Qui n'a jamais rêvé de vivre une belle histoire d'amour avec une star? J'ai été présentée à lui, il m'a serré la main, j'étais timide, d'une timidité maladive. Il m'a dit que tu viendras dans ma loge, je te donnerai un autographe. Tout d'un coup, j'ai été très attirée par cet homme. Je me suis dit, il est génial. C'est un homme génial. Un coup de foudre? Un coup de foudre. On s'imagine, on est fan de quelqu'un, et là on devient proche d'elle, et après on vit quelque chose avec elle. Il m'a fallu quand même un certain temps pour que je le réalise. Une liaison au grand jour ou dans le plus grand secret? Mais c'est terrible, hein, je peux en parler à personne. Et les fans, elles vous voyaient de quel œil? Oula, je me suis fait insulter, on m'a tiré par les cheveux, on a voulu me frapper. Beaucoup de femmes tournaient autour de lui, j'imagine? Oui, mais puis il allait les chercher aussi. J'aurais dû être avec lui, mais c'était trop difficile à gérer. Et pourtant, cela restera l'amour de leur vie. Mon histoire a duré 6 ans, Vous étiez amoureuse de lui? très amoureuse. J'ai toujours eu un très grand respect pour mon épouse, parce que quand même c'est une très grande sportive de haut niveau. Mais qui sont ces célébrités dont ils sont tombés sous le charme? J'en suis très fier. C'est vraiment comme un conte de fées en fait. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à Christine d'être avec nous aujourd'hui. Donc c'était Magnolia, ça, hein? Vous êtes spécialiste, vous les connaissez toutes par cœur. Pas toutes par cœur, mais beaucoup. Beaucoup. Alors quelle femme n'a jamais rêvé de passer une nuit avec une star et avec Clo-Clo en particulier? Christine a pu voir ce rêve se transformer en réalité. 1971, Claude François était l'idole des jeunes et elle a eu la chance de l'approcher de près, de très près même. Les invités que je reçois aujourd'hui ont tous vécu une liaison avec une célébrité qui s'est parfois transformée en belle et longue histoire d'amour. Mais nous allons voir que du fantasme à la réalité, les choses ne sont pas toujours aussi roses qu'on pourrait l'imaginer. Ma liaison avec une star, c'est leur histoire. Et ils sont venus nous la confier aujourd'hui dans toute une histoire. Christine, je vous laisse aller vous asseoir. Nous découvrirons votre histoire dans un instant. Ouvrons la première partie de notre émission, l'idole de mon cœur. Et nous commençons avec celle que nous connaissons tous sous le prénom d'Huguette, Marion Gamme. Bonjour Marion. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est aussi quelque part une histoire de scène de ménage que vous êtes venue nous confier aujourd'hui. À quelle époque allons-nous remonter dans le temps? On remonte loin, puisqu'on remonte aux années 69, 70, voilà, à cette époque-là. Alors un soir, un spectateur pas comme les autres se trouvait dans la salle. Vous étiez en train de jouer quelle pièce? Je jouais Ciao avec Pierre Brasseur, Ouais. Jacques Weber, qui était mince à l'époque, jouait le jeune premier, et nous étions au Théâtre Saint-Georges. D'accord. Et alors, qui était venu vous voir? On m'annonce que tous les soirs, il y avait des personnes du métier qui venaient nous voir. Donc on était toujours stimulés. Et un soir, on me dit, il y a Jacques Martin. Jacques Martin, alors, ça vous évoquait quoi, Jacques Martin? pour moi, un homme célèbre, un homme brillant dans ce qu'il faisait. Il faisait quoi à l'époque, Jacques? À l'époque, il faisait déjà des émissions de télévision. C'était un grand producteur de télévision. C'était l'époque du grand reporter? Et Ou du petit reporter? Le petit reporter, c'est ça, le petit rapporteur, Ouais. avec toute sa bande, etc. Enfin bon, c'était un homme qui faisait beaucoup de télé, qui était brillantissime. Et j'étais donc flattée qu'il soit là, mais pas plus que ça, parce que bon, j'allais pas changer mon jeu pour lui, quoi. Donc, vous étiez dans quelle situation personnelle, vous, à ce moment-là? à l'époque, je ramais beaucoup, puisque bon, j'avais ma fille à élever, je galérais dans le métier parce que je débutais, donc c'était pas évident. Je courais partout, je faisais du doublage, etc. Et le soir, enfin,
la consécration au Théâtre Saint-Georges. C'était votre premier grand rôle? Oui, c'était mon premier grand rôle, absolument. Donc Jacques, j'imagine, vient vous saluer après la représentation? Non, justement. Ah. Bon, je suis stimulée évidemment par sa présence. Dans ces cas-là, on a un petit côté d'adrénaline qui ressort. Et je l'attendais dans mon placard, qui était ma loge, mais c'était plutôt un placard. Il n'est pas venu. J'étais donc quand même un peu étonnée, déçue. Bon. On ne sait jamais d'ailleurs si on doit venir vous saluer ou pas à la fin du spectacle, si si, c'est ennuyeux pour vous ou plutôt sympathique. Non, au contraire, c'est sympathique, c'est un hommage. En général, on vient vous faire des compliments, donc voilà, on les attend. C'est quand même la récompense, c'est le bonbon après la représentation. Pas de Jacques Martin, bon, tant pis pour lui. Et le lendemain soir, en arrivant au théâtre, j'avais devant donc ma porte de placard, je ne peux pas dire une loge, c'est Pierre Brasseur qui avait la vraie loge, il y avait une énorme corbeille de fruits confits, avec un petit mot adorable où il y avait marqué « C'est une soirée qui a porté ses fruits ». Ah, c'est joli. Et donc je suis repartie chez moi avec cette espèce de rêve. En laissant un numéro de téléphone sur la carte? Il y avait son téléphone sur la carte. Voilà, tout d'un coup je me suis dit, cet homme, c'est exactement celui que je croyais, c'est-à-dire il a de l'humour, il est fin, il est élégant, il est délicat. Voilà, c'est comme ça que je l'imaginais. Et puis quelques jours passent et puis il m'appelle en me disant j'ai une photo à faire avec quelques comédiennes qui fassent les greluches, enfin autour de lui, quoi. Voilà. Et j'accepte évidemment volontiers. Et c'est là où ça s'est déclaré, mais brutalement, quoi. Tout d'un coup. Quand ça, brutalement? C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai été très très attirée par cet homme. Je me suis dit, il est génial. C'est un homme génial. Un coup de foudre? Un coup de foudre. Vraiment un coup de foudre. Et je pense que c'était réciproque. On est allés dîner ensemble et notre histoire a commencé là. Ah bon. Voilà. Immédiatement. Il vous a fait une déclaration? Oui. Bah oui, j'étais la femme de sa vie, lui il était l'homme de ma vie. Enfin, une vraie rencontre, voilà. Beau couple. Oh, ouais. Oh oula, mon Dieu. J'ai été comme ça. Ah mon Dieu. Vous vous rendez compte? Bon, enfin bon. Bon, dites, c'est pas mal, hein. C'est quand même, encore le temps pas passe, mal. madame, vous savez, le temps passe. Alors, c'est plus la même quand même. Voilà. Alors, vous êtes tombée amoureuse de qui, en fait? De l'homme qu'il était vraiment ou de l'homme de télévision ou de l'image? En tout cas, pas l'homme de télévision, parce que ça, j'avais beaucoup d'admiration pour son travail, pour l'homme qu'il était, mais c'est pas ça qui m'a attirée du tout. C'est l'inverse. C'est-à-dire le petit garçon... Vous avez tout de suite su voir le petit garçon? Tout de suite. Le petit garçon qui était malmené un peu par sa maman, voilà, qui avait des faiblesses, qui avait des timidités. C'était un homme délicat et un peu rentré en lui-même. C'est un homme timide, finalement. Il était beau, hein? Ben oui, il était hein? plein de charme. Ouais, coucou. Le temps passe. Donc vous aviez envie de quoi? De le prendre dans vos bras, de le protéger, de vous occuper de lui? Voilà, de lui dire que je l'aimais pour ce qu'il était. Or, malheureusement, ça n'a jamais pu se faire. Pourquoi? Cet homme était drapé dans une protection, il s'était barricadé et il voulait montrer un autre personnage que celui qu'il était réellement, quoi. Même à vous, même dans l'intimité? Ah oui, même dans l'intimité. Il avait besoin de m'épater, il avait besoin d'essayer d'être le plus grand, le plus beau, le plus fort, le seul, le vrai, l'unique. Et j'avais pas besoin de tout ça, moi. Puisque moi, j'avais dans un tout petit coin, à ma toute petite hauteur, le monde dans ma main, puisque je faisais le métier que je rêvais de faire, qu'enfin j'avais un pied dans le métier, donc j'avais pas besoin de rouler les mécaniques. Et vous le lui avez dit, j'imagine, tout ça? Mais j'ai essayé de lui expliquer ça, mais ça ne l'intéressait pas. Il avait besoin, autour de lui, d'une cour. Il avait sa cour, et il faisait son numéro de music-hall devant sa cour. Il existait comme ça, alors qu'il valait tellement mieux que ça. Et sa compagne n'avait pas une place particulière dans la cour? Non, il fallait suivre. Il fallait suivre avec ses petites jambes. Et bon, et c'est vrai que même dans le métier, il était un petit peu connu comme étant un peu tyrannique, un peu volontaire. Il malmenait un peu ses troupes, on le sait. Mais il avait besoin de ça, quoi. Alors, vous êtes resté combien de temps avec lui? 4 ans. De combien à combien? De 69 à 74, quelque chose comme ça, 73. Vous avez dû être jalouse, il devait y avoir d'autres femmes qui lui tournaient autour, non? Bah oui, disons que c'était pas agréable, quoi. C'était pas agréable parce qu'il fallait sans arrêt veiller au grain, de voir que la pétasse blondasse qui tournait autour de lui... Un peu de respect pour les blondasses. Hein. La pétasse blondasse. Il y avait beaucoup de... Sophie, en général, les pétasses blondasses, elles ont les cheveux longs. Ah bon? Donc, je ne fais pas du tout allusion. Vous n'êtes pas blonde?
C'est une fausse blonde. Donc elle n'est pas dans le Bon, plan. donc il y avait beaucoup de pétasses blondasses autour de lui. Voilà. Donc j'étais pas jalouse. J'étais simplement mal à l'aise, quoi. Il était infidèle? Non, je crois pas. Non, il avait besoin de plaire, il avait besoin de montrer qu'il était le plus grand, le plus fort, mais... En fait, vous aviez du mal à trouver votre place, quoi, exister vraiment au milieu de tout parce que ça. j'aurais voulu être moi-même. Il expliquait que, voilà, mais il n'avait pas besoin de ça du tout. Il voulait dominer la situation tout le temps. Il se trouve que dominer, il n'a pas vraiment dominé la situation, parce que vous êtes devenu de plus en plus célèbre. À ce moment-là. J'avais de plus en plus, au départ, quand je l'ai connu, j'avais un doigt de pied dans le métier, puis petit à petit, je m'installais. Alors, nous découvrirons un peu plus tard dans l'émission comment cette double célébrité a finalement eu raison de votre couple. Mais d'abord, nous allons saluer Frédéric Farigou. Frédéric Farigou, qui a quand même le titre magnifique de spécialiste de l'amour. Un truc énorme. Une petite réaction à l'histoire de Marion et de Jacques Martin. Je suis touchée en fait par l'authenticité et la simplicité de Marion, qui a su voir chez Jacques Martin le petit garçon blessé, fragile. Et leur histoire d'amour montre bien que la célébrité ne parvient pas toujours à guérir les blessures narcissiques. Et ce qui fait qu'à un moment donné, il est allé de plus en plus vers l'ego, vers un ego surdimensionné, qui fait que quand on est dans l'ego, on est plus dans des pulsions infantiles qui amènent à vouloir être le centre du monde. Et du coup, c'était difficile pour lui de vivre une forme de rivalité avec Marion qui accédait à ce à quoi il n'avait pas accès. Alors, on va saluer Jean-Louis. Jean-Louis, bonjour. Quelle passion vous anime depuis votre plus tendre enfance? Alors ma passion, c'est le patinage artistique, notamment la discipline couple, que j'ai commencé à l'âge de 8 ans, voilà, et que je pratique toujours aujourd'hui. Je l'ai commencé à la base en individuel, et ensuite je me suis orienté vers la discipline couple. Quand j'ai regardé Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis à la télévision, là je me suis dit, c'est ça que je veux faire. D'accord. Vous avez atteint un niveau national? Voilà, j'ai réalisé plusieurs titres de champion de France en discipline par couple. Voilà, donc après moi je me suis arrêté, on va dire, voilà, à ce niveau-là. J'ai préféré ne pas continuer. Bon, j'ai fait une carrière assez sympathique. Est-ce que vous avez pu approcher ce couple mythique que vous regardiez, donc Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis? Oui, tout à fait. Alors en fait, moi je suis devenu, on va dire, fan vers les années 98 à peu près, quand ils étaient encore à Nagano. J'ai réussi à les suivre dans les différentes compétitions et j'ai pu les approcher, notamment en 2000, aux championnats du monde qui ont eu lieu en France, où là j'ai pu obtenir, on va dire, un autographe de Sarah et de Stéphane. Donc bon, j'en étais fier parce que j'étais vraiment, on va dire, vraiment fan de ce couple qui m'a donné l'envie de faire ce sport. C'est un vrai couple dans la vie? À ce moment-là, oui, ils étaient déjà ensemble dans la vie, donc sur glace. Il vaut mieux ou pas être ensemble dans la vie quand on fait ce genre de discipline? Parce qu'on passe combien d'heures ensemble par jour pour s'entraîner? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que les entraînements, on passe à peu près 6 ou 7 heures d'entraînement par jour. Donc c'est vrai qu'on est tout le temps ensemble. Voilà, on tisse des liens d'amitié. C'est vrai qu'après, le rapprochement se fait. C'est plus facile. Mais ça n'a pas que des avantages. Ouais. Puisque des fois, quand il y a des petites embrouilles, on va dire, dans le couple, c'est vrai que ça peut un peu dépasser, on va dire, sur le domaine du professionnel, on va dire. Bon, donc vous les aviez croisés la première fois. Combien de temps après les avez-vous recroisés? Et après, je les ai revus en 2005, quand en fait, moi, j'ai intégré le pôle France de patinage à Paris, donc qui était leur patinoire d'entraînement. Donc c'est là que j'ai pu de nouveau les côtoyer, de façon, on va dire, un petit peu plus proche quand même, c'est-à-dire vraiment une complicité un petit peu, voilà, on est les nouveaux, on essaie de faire comme vous, est-ce qu'on va y arriver, donnez-nous des conseils. Voilà, c'est dans cette... Quel tournant votre vie professionnelle, et pas seulement professionnelle, a-t-elle pris à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment de la vie professionnelle, quand moi j'ai rencontré Sarah, donc bon, j'étais quand même pas mal lancé. Après, moi je me suis séparé de ma partenaire sur glace.
Donc là, j'étais dans une période où justement je devais... Alors j'hésitais en fait à soit continuer la compétition, soit attaquer directement les spectacles. Car en fait, Sarah, à ce moment-là, a monté une troupe qui s'appelle Rêve de glace, de spectacles qui tournaient dans toute la France. Et elle m'a demandé justement si je voulais l'intégrer. Donc c'était une balance et j'ai choisi le côté spectacle. Et puis finalement, vous avez commencé une histoire tous les deux. Voilà, donc en fait, le fait d'être très proche, si vous voulez, dans ce domaine-là, on s'est rapprochés de façon plus intime. Et donc c'est là que en fait, notre histoire a commencé. Et c'est vrai que voilà, on a commencé à patiner ensemble. Puis vous vous êtes roulé des patins et puis vous avez fini par vous fiancer et par vous marier. Fiancé, marié, un enfant, voilà. Mais c'est vraiment une histoire d'amour, mais qui est incroyable. Puisque à la base, je ne pouvais pas me l'imaginer. Vous imaginez, on est fan de quelqu'un, et là, on devient proche d'elle, et après, on vit quelque chose avec elle. Et alors, est-ce que vous avez aimé la vraie Sarah? Oui, alors moi, c'est vrai que... Est-ce que vous êtes tombé de votre piédestal de fan? Vous n'avez pas été déçu? Il n'y a pas eu une désillusion? Non, c'est vrai que, alors, moi déjà, il faut savoir, j'ai toujours eu un très grand respect pour mon épouse, puisque quand même, c'est une très grande sportive de haut niveau, donc elle a fait une très très belle carrière. Donc je suis toujours, voilà, au fond de moi, j'ai toujours un très très fort respect d'elle. Après, je me suis vraiment positionné maintenant comme, on va dire, comme son mari. Donc quelqu'un qui en écoute, voilà, qui l'aime, qui est proche d'elle. On va dire, j'ai pas épousé la fan, si vous voulez, dans le principe. Alors Sarah est l'une des vedettes stars de la troupe Holiday on Ice, actuellement en tournée dans toute la France. Exactement. Nous vous avons suivi sur une journée marathon pour voir à quoi ressemble votre quotidien aujourd'hui. Une femme qui ne me laisse pas de glace, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré chez vous. À l'heure du déjeuner, dans le 12e arrondissement de Paris. Tu veux du poulet avec les pâtes, Stella? Ouais. Comme chaque jour, Jean-Louis, 30 ans, est au fourneau. Dans la pièce d'à côté, sa femme s'échauffe pour son spectacle qui a lieu dans quelques heures. C'est Sarah Abitbol, la célèbre patineuse, plusieurs fois championne de France en couple. Depuis qu'ils se sont rencontrés, il y a 8 ans, à la maison, c'est Jean-Louis qui gère tout. Surtout depuis l'arrivée de leur petite fille, Stella, 2 ans et demi. Je vais essayer de soulager Sarah, parce qu'elle a aujourd'hui 2 chauds. Donc elle est un tout petit peu stressée quand même, parce qu'il va falloir les assumer. T'as mis mes petites herbes préférées? Oui, chérie. Petites herbes américaines. Comme à son habitude, il est aux petits soins pour sa femme. J'ai de la pasta al dente. Vas-y, allez. Allez, Miss Tinguette. On y va. Voilà. Et les verres ou pas? Le timing est très serré. Jean-Louis et sa famille mangent sur le pouce car dans moins d'1 heure, Sarah est attendue pour son show. Et c'est comme ça presque tous les jours. Direction le Zénith de Paris, où Sarah est actuellement la tête d'affiche d'Holiday on Ice, un spectacle sur glace. Dans la voiture, Jean-Louis fait le chauffeur. En fait, cet entrepreneur a calqué toute sa vie sur l'emploi du temps de son épouse. Moi, je travaille aussi dans toute la France, donc je vais essayer de combiner mes rendez-vous avec ces spectacles. Donc je vais essayer d'être au maximum avec elle. Bien sûr, il y a certaines villes où je ne pourrais pas y être, ça c'est sûr, mais dans la mesure du possible, oui, je vais essayer d'être avec elle sur la tournée. Ça me touche qu'il organise son emploi du temps par rapport à mes spectacles, c'est évident. Après, je veux pas que ça ait aussi trop d'emprise sur son travail, parce que son travail est aussi important. Arrivée sur place, pas de temps à perdre. Sarah est en retard. Devant le Zénith, les spectateurs sont déjà nombreux. Jean-Louis et sa fille ne viennent pas tous les jours au spectacle. Alors aujourd'hui, Sarah a un peu la boule au ventre. Je me sens forcément un peu stressée quand je sais qu'ils sont dans les gradins aujourd'hui tous les deux pour regarder le spectacle. Donc évidemment, il y a un petit stress aussi supplémentaire. Tu as envie de faire encore mieux que d'habitude, avec encore plus le sourire, voilà, et d'être parfait dans ton numéro. Pour lui faire un petit bisou avant le show. Et maman. Dernier encouragement avant l'entrée en scène. Voilà. Elle fait un petit bisou. Bisous. Bah oui. Attends. Bonne chance à maman. Bonne chance. Merci. Spécialement
sur la glace de Lido Nice aujourd'hui, pour vous, Sarah Abitbol et Stéphane Bernadi. Jean-Louis a déjà vu patiner sa femme des centaines de fois, mais il ne s'en lasse pas. Pendant 2 heures, toutes les anciennes stars du patinage artistique vont faire le show. Soraya Bonali, Philippe Candeloro, Sarah Abitbol et son partenaire Stéphane Bernadis. Et c'était qui ça, la plus belle? Moi. C'est toi? Et après toi, c'est qui? Toi. Ça, c'est un micro pour parler. Pour parler ou chanter? Moi, je chante pas encore. Sarah va te l'arracher. Tu veux chanter? Non. Papa, on va faire quoi maintenant? Bah, on va regarder Maman dédicace. Ah, D'accord? oui, d'accord. Allez. Vivre dans l'ombre d'une star, ce n'est pas forcément simple. Mais pas pour Jean-Louis, car cette vie-là, il l'a choisie. Lui-même ancien patineur, avant d'être avec Sarah, il était l'un de ses fans. C'est un collector, ça. C'est un collector. Merci beaucoup. Ça sort direct, là. Aujourd'hui, voilà, c'est un rêve qui se réalise de pouvoir être à ses côtés, voilà, dans cet univers. Maintenant, on va dire que c'est un univers. Donc, non, j'en suis très fier. Voilà, maman. Entre 2 spectacles, Sarah prend du temps pour sa fille et son mari. On y va, là. Oui, on va patiner. Tu vas mettre ton petit costume, puis on va aller patiner. On va patiner un petit peu? Je t'avais promis, hein. Oui. Et voilà, chérie. On y va. Doucement, doucement. Dans son élément, elle initie Stella à sa passion. Allez, allez. C'est pas mal. Tout Vas-y, doucement. vas-y. C'est important de voir ma famille présente parce qu'on n'a pas beaucoup le temps de se voir. Donc dès qu'ils peuvent venir me voir en spectacle et partager un moment avec moi, c'est super. Vas-y, c'est danser. Qui sait, la relève est peut-être déjà assurée. On les trouve, ces petits patins, là, dans le commerce? Ah, voilà une patineuse. Stella. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Tu dis bonjour? Bonjour. Oh, bonjour. Comment tu la trouves, ta maman, quand elle patine? Ouais. Tu la trouves Elle est comment? Elle est belle? Elle est belle? Toi, qu'est-ce que tu voudrais faire, toi? Est-ce que tu voudrais patiner comme ta maman? Tu voudrais patiner avec ton papa? Alors, on va retrouver Christine. Christine, alors ne nous faites pas attendre plus longtemps. Comment avez-vous rencontré Clo-Clo? C'était à quelle époque? C'était le 14 mars 1971. Je rêvais de devenir danseuse. Claudette? Non, danseuse. Pas Merde. Claudette, non. Ouais. Et je me suis fait remarquer un après-midi, j'allais danser tous les dimanches après-midi, ce qu'on appelait à l'époque les dancings. Il n'y avait pas encore les. Voilà. Et il y avait un groupe sur scène de chanteurs, danseurs noirs américains qui faisaient que de la soul music et du James Brown. J'aimais bien le rhythm and blues. Voilà. J'aimais beaucoup danser sur ce genre de musique-là. Et je me suis fait remarquer donc par ce groupe-là ce jour-là, parce que je dansais vraiment, on me voyait de partout, qui m'ont laissé leur carte, m'ont proposé de travailler avec eux. J'abrège un peu, voilà, donc, et je rentrais pour la première fois dans un groupe de chanteurs, danseurs. Ouais. Est-ce que vous étiez fan de Claude François? Non, j'aimais beaucoup de tous les chanteurs. Oh là là. Oui. Pourquoi vous riez? C'est plutôt pas mal, non? Oui, vous avez raison, hein, le temps passe. Ça.
Je confirme. J'écoutais un peu de tout. C'était très variété. J'aimais beaucoup David Bowie, par contre, à cette époque-là, où voilà, un peu plus rock, plus... Voilà. Fan, non. Et en fait, le premier spectacle que j'ai fait avec ce groupe noir américain en tant que danseuse se passait à Attigna, un petit village dans l'Ain, à quelques kilomètres de Lyon. Et c'était la première partie de Claude François. Voilà, c'était vraiment le hasard. Alors, ma première fois sur scène, où j'étais morte de trouille, et j'allais rencontrer un grand professionnel. Quoi. Pour alors, moi, quelle impression, quelle première impression? Alors déjà, première impression, il y a quelqu'un de l'équipe qui est venu me chercher, qui m'a dit Claude veut te voir, il t'a remarqué, il veut te voir. Et voilà, donc j'ai dit pourquoi il veut me voir. Bon, j'ai été présentée à lui, il m'a serré la main. J'étais timide, d'une timidité maladive. Donc je regardais plus par terre que, que Claude. Je sortais de ma campagne, hein, en plus une éducation voilà, très sévère, très stricte. J'ai été choquée parce qu'il m'a reçue en peignoir de main, ce qui est normal, un artiste après la scène. Mais moi, je me rappelle que ça m'avait surprise. Voilà, donc il a été... j'ai vu que je lui plaisais rapidement, quoi. C'est-à-dire, il vous a fait des avances? Il m'a fait beaucoup de compliments, il m'a fait des avances, il m'a pris par la main, il m'a assise sur ses genoux. J'en bégaye encore. Non, mais j'étais très intimidée parce que je pensais, en plus, c'était deux mondes différents pour moi. J'étais vraiment... Et vous vous êtes laissé faire? Assis sur ses genoux, non. Enfin, oui, mais c'est tout. Bon, j'étais juste assis sur ses genoux. Oui, oui. Il m'a signé ma petite photo. Il vous a invité à dîner? Il vous a invité à dîner? Non, pas invité à dîner, mais je suis restée très longtemps dans sa loge. On est resté, oui, presque 1h30, à beaucoup parler. Et il m'a parlé beaucoup de ses débuts, de son enfance, et il m'a beaucoup posé des questions sur ma vie. Et comment dire, j'ai eu une enfance assez difficile et c'était quelqu'un qui d'un seul coup prêtait attention, enfin quelqu'un, c'est pas... Oui, qui prêtait attention à moi et voilà, donc ça a été... c'est notre histoire a commencé à partir de ce jour-là. Donc vous êtes embrassés? Ah oui. D'accord. Voire plus? D'accord. C'est votre première fois? Ah, lui a été ma première fois, oui. C'était mon premier homme. C'est dire ça. Je sais pas si c'est... Oui. C'est inoubliable, en tout cas. C'est sûr. Surtout avec lui, enfin, j'imagine. Surtout quand c'est lui, quoi. C'est encore plus inoubliable. Oui, alors vous vous rendez compte après, quand vous allez... Parce que mes parents, ma mère m'avait mis à l'usine à 16 ans. Je faisais de la danse le week-end. Vous vous rendez compte le lundi, quand vous allez à l'usine et vous dites j'étais sur les genoux de Claude François. Mythomane, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est terrible, hein. C'est terrible. J'ai vécu, voilà, au début, et je peux en parler à personne. Et alors, votre histoire a duré? Mon histoire a duré 6 ans. Et vous vous voyez à quel rythme? Alors, on va dire les 2-3 premières années, on se voyait quand même assez souvent. On pouvait se voir des fois 3 fois dans un mois. Des fois, je restais 2-3 mois sans le voir. Des fois, je le voyais, c'était vraiment très... C'est lui qui vous appelait à chaque fois? Oui, et puis très souvent, il passait en spectacle dans la région, parce que j'étais donc lyonnaise, il passait dans la région lyonnaise, dans l'Ain, dans le sud, et il m'envoyait tout le temps, ou alors il me donnait la liste de tous ces spectacles partout, il tournait énormément, et j'allais rarement sur Paris d'ailleurs, on se voyait souvent en province. Est-ce que vous vous disiez que vous étiez une parmi d'autres? Il y en avait beaucoup, ça c'est sûr. Enfin, c'était un homme à femme, hein, de toute façon. Ça vous dérangeait pas? Vous étiez amoureuse de lui? Très amoureuse. Bah oui, le premier homme, oui, très amoureuse. Vous en parliez avec lui de ça? Lui ne voulait pas que j'aille voir quelqu'un d'autre. J'étais sa petite fiancée, il m'appelait comme ça, et j'étais sa propriété privée. Bien sûr. Oui, bah oui. Donc il était très jaloux.
très possessif. Quand je devais aller le voir sur un de ses concerts, il fallait attendre des heures parce qu'il était toujours disponible qu'après. Et donc, il y avait le garde du corps qui me mettait dans un petit coin. Et les fans, elles vous voyaient de quel œil? Oula. Pas très... Je me suis fait insulter. Quand je suis partie en voiture avec lui, on m'a tiré par les cheveux, on a voulu me frapper. À cette époque, il avait une femme officielle? Oui, il avait la maman de ses fils. Ouais. Et, elle a été au courant de votre existence? Oh, elle était au courant de toutes les femmes qu'il y avait dans sa vie. Hein. Et après, il y a eu Sophia, enfin, dans les officiels, hein, parce qu'il y avait les officiels, les sous-officiels. Mais vous deviez... Les intermittentes. Vous deviez souffrir énormément. Énormément. D'ailleurs, j'en suis tombée malade rapidement, oui. Enfin, malade de comment? Nerveusement, dépression. Bah ouais, j'imagine. Alors, vous nous raconterez tout à l'heure. Qui vous accompagnait lorsque vous alliez le voir? Oh, j'avais une amie d'enfance et d'adolescence, ma grande amie Agnès, qui me suivait partout, qui avait la patience d'attendre des heures pendant que j'étais avec Elle Claude. vous suit toujours aujourd'hui? Enfin, vous la voyez toujours? On se revoit, oui. C'est devenu... on est toujours restés en contact et je suis devenue même la marraine de sa deuxième fille. Vous voyez souvent? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ouais. Ça fait au moins 5 ans, 6 ans. Ouais, d'accord. À l'époque, Agnès est toujours libérée pour vous accompagner au concert. Eh bien, encore une fois, elle a répondu présente et elle a décidé de vous accompagner ici sur le plateau. Non, si. Elle n'a pas fait ça. Si. Mais si, qu'est-ce que tu crois? Mais où elle est? Elle n'a pas fait ça. Elle est là. Non. Si. Elle a fait... Oh non! Tu m'as dit que t'es pas libre. Bonjour, je dis, tu viens assister à l'émission, elle m'a dit, je suis pas libre. Voilà. Oui, donc vous appelez toujours régulièrement, tous les deux. Oui. Oh, ma chérie. Vous étiez fan de Claude François? Non, pas spécialement, mais j'aimais bien ce qu'il faisait sur scène. Ouais, ça me plaisait, mais bon, fan, non, je n'étais pas en train de crier. Oh, non, c'est pas mon truc. Vous étiez au courant de sa liaison avec lui? Oui. Oui. Ben oui. Et vous en pensiez quoi? Bah, ça me gênait parce que bon, comment dire, il n'y avait pas d'avenir. Ouais, t'étais souvent triste. C'était horrible après. Alors vous lui disiez quoi à l'époque? Pas grand-chose. Pas grand-chose parce que s'énervait après. Non, je disais pas grand-chose, non. Elle n'avait pas envie d'entendre? Non, non, non. Je l'aimais, hein. Ouais, ouais. Et vous? Une liaison avec Claude François, ça vous aurait non, branché? non, jamais, non. Pas du tout. Frédéric, avec Tino Rossi, dis-le. Avec Tino Rossi. Je plaisante. Ouais? Non, je plaisante. J'imagine que les conséquences psychologiques doivent être terribles quand même quand on vit une relation. Premier homme de sa vie, Claude François, qu'on est une parmi tant d'autres, ça va être terrible. Donc c'est vrai que ça donne des repères qui sont complètement faussés. Et puis il y a une violence relationnelle aussi dans ce que vous avez vécu, à la fois dans l'agressivité des fans, des femmes, cette espèce d'hystérie autour de lui que vous subissiez du coup, puis de la violence relationnelle avec lui, parce que quelque part, le fait d'être un peu sa chose, vous étiez plus un objet qu'un sujet, qu'une personne à part entière. Une perte d'illusion aussi, parce que c'est une relation dans laquelle on s'installe, mais qui en fait, dans laquelle vous ne pouvez pas vous projeter. Donc c'est très compliqué à vivre. Vous avez appris les chorégraphies par cœur? Vous connaissiez tout ça à l'époque? Vous dansiez toutes les deux? Oui, oui. Vous les connaissez par cœur? Vous voulez nous en faire un peu? Ah non, je ah non, je ne trouve pas. Ah non, alors, on va saluer Sandrine. Bonjour Sandrine. Vous êtes l'épouse de Mousse Diouf, le comédien très populaire qui nous a quittés, hélas, le 7 juillet 2012. Comment l'avez-vous rencontré, Mousse?
On s'est rencontrés à Marseille, puisque je suis marseillaise, dans un restaurant. À l'époque, j'étais fiancée. Et c'était un ami de ce fiancé. On se retrouvait à la même table. Avec qui? Avec Claude Makelele. Qui était footballeur à Marseille. Et on a dîné à la même table. Mousse était là avec toute une bande de copains de Paris. Et il m'a un petit peu dragouillée. Et on lui a dit qu'il a demandé... Votre fiancé était là? Non, il n'était pas encore arrivé, parce qu'après les matchs, il y avait tout un rituel, ils arrivaient très tard. Et Mousse a demandé qui j'étais, on lui a dit que j'étais la fiancée de Claude. Donc on a discuté toute la soirée, mais il n'y a rien eu de plus, quoi. Alors, vous êtes resté fiancée 2 ans avec Makelele? Avec Claude, on est resté, oui, 4 ans. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? 4 ans, on s'est séparés. Et en discothèque, j'ai croisé Mousse. Et je l'ai croisé, donc je me suis rappelée de Mousse, mais j'ai dit, il ne va pas me reconnaître. Et puis, il était 4 h du matin, il s'est approché vers moi, il m'a dit, Sandrine, ça va, tu vas bien? Et Claude? Je lui ai dit, non, je ne suis plus avec Claude depuis 2 ans, je crois. Et il m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc je lui ai dit que j'étais dans l'immobilier, entre Marseille et Paris. Et il m'a dit, écoute, je cherche un théâtre, donc ça serait bien qu'on reste en contact. Et on ne s'est plus jamais... on s'appelait jour et nuit, quoi. Il m'appelait jour et nuit, en tournage et tout le temps. Donc l'histoire a démarré. L'histoire a démarré, sauf qu'il n'a jamais acheté de théâtre. Alors, Mousse était très célèbre, hein. C'était un comédien en plein succès avec... populaire. Avec les Julie Lescaut, à l'époque. Que vous inspirait cette célébrité? Alors, je ne voyais pas du tout ce personnage-là parce qu'il était totalement différent. Et je regardais rarement la série télévisée puisque je ne le trouvais pas lui-même. Donc, celui qui vous plaisait, c'était le vrai? C'était le vrai, c'était le nounours, le protecteur. Moi, j'avais vécu une séparation avec Claude pas évidente. Et c'est le seul homme qui m'a rassurée et qui m'a redonné confiance en moi et que j'étais une femme, que je pouvais plaire, que je pouvais séduire encore. Comment vous viviez sa célébrité? C'était pesant au quotidien? C'était très pesant parce que Mousse aimait bien aller vers les gens. Il fallait qu'il soit le clown de la soirée. Donc on arrivait ensemble, puis très vite je me retrouvais complètement à l'écart. Je sympathisais des fois avec des gens qui me présentaient parce que j'étais la compagne de Mousse Diouf. Et puis je recroisais ces gens-là 2-3 jours après, on ne me reconnaissait même plus, on ne savait même plus qui j'étais. Donc moi qui suis très affective, ça me peignait. Et beaucoup de femmes tournaient autour de lui, j'imagine? Oui, mais puis il allait les chercher aussi. D'accord. Donc vous étiez au courant de ça? Ben, je l'ai su une fois, malheureusement. Et on s'est séparés, et puis je suis revenue. Puis j'ai pardonné, par amour. Marion, vous disiez tout à l'heure que, en fait, jamais les barrières ne sont vraiment tombées. Il ne s'est pas abandonné, cet homme-là. Il est resté drapé derrière sa célébrité, sa cour. Voilà, et vous avez eu du mal à trouver votre place? Mais oui, parce qu'il voulait absolument garder la suprématie, il voulait être le plus grand, le plus fort. Et donc, on n'avait pas accès vraiment à une vérité de vie. Et puis, il faut dire que vous êtes devenu très célèbre aussi à un moment donné. Comment il l'a vécu? Il l'a très mal vécu. Parce que, bon, du sale égoïste, je suis passée au théâtre Antoine, où j'ai joué pendant 500 fois. C'est énorme. 500 fois un sale égoïste, avec Paul Meurice, Claude Jansac, enfin une distribution énorme. Je jouais dans la cour des grands, si moi j'étais petite. Parce qu'évidemment, sur l'affiche, mon nom, c'était... entre le nom de l'imprimeur et la location ouverte. Vous avez toujours tendance à vous dévaloriser, vous. Hein. Pas me dévaloriser. Vous allez revenir sur un autre thème. Non, mais je veux dire par là, c'est vrai, il y avait Paul Meurice, un truc. Puis moi, il y avait entre la location ouverte le nom de l'imprimeur. Donc évidemment, modestie à part. Mais voilà, mais j'avais à cœur d'être la meilleure jeune première de France à ce moment-là. Et alors cet homme qui, soi-disant, vous aimait, ne se réjouissait pas de votre succès? Bah oui, parce qu'à un moment donné, il mettait vraiment des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que je partais de la maison, mais j'étais au 36e dessous, une loque humaine, des disputes violentes, des nuits à refaire le monde. Et je partais le matin travailler, où j'allais le soir au théâtre, mais dans un état de décomposition avancée. Et on va dire un quart d'heure après,
j'étais prête. C'est-à-dire, Schloss, Plimschlenk, et j'entrais en scène. Ouais. Parce que ma vie, c'était quand même ça. Ouais. Et Paul Meurice me conseillait beaucoup à l'époque. Il vous disait quoi? Bah, il me disait qu'il ne fallait pas que je reste avec un homme qui me mettait des bâtons dans les roues. Que mon destin, c'était d'être actrice. Ouais. Voilà. Et donc c'est vous qui êtes partie? Ah ben oui, parce qu'à un moment donné, j'ai pris un médicament. Et le médicament, c'était Toto Belle-Gueule, comme il l'appelait élégamment. Et Toto Belle-Gueule, Toto Belle-Gueule, il a drôlement fait le job, comme on dit, parce qu'il m'a tout apporté. La tendresse, l'amour, il était très amoureux. D'accord, le médicament, je ne comprenais pas. Ah, oui. Le médicament, c'était un... C'était Jacques, c'était un deuxième Jacques. D'accord. Qui est devenu après un homme avec lequel j'ai vécu longtemps, qui a été le papa de mes enfants, qui nous a quittés malheureusement trop tôt. Il a dû être foudrage. Ah bah Jacques, il supportait pas l'idée, Martin, il supportait pas l'idée, quoi. Je veux dire, ça a été violent, ça a été horrible. Et il pensait qu'il avait la suprématie. Vous avez gardé contact avec lui? Par la suite? Non. Avec Jacques Martin? Non, non. Non, dans la mesure où tout d'un coup, je m'étais soignée avec le fameux médicament et qui m'apportait tout. Et que j'étais sur une voie de guérison, j'allais pas replonger. Est-ce que vous pensez que vous auriez replongé? Je ne sais pas, mais j'ai pas voulu prendre le risque. Donc je l'ai laissé. Ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est quand j'ai appris sa mort. Parce que là, j'ai culpabilisé vraiment. De quoi? De ne pas avoir été le voir, quoi. Parce que je savais qu'il était à Biarritz, que je lui avais fait découvrir d'ailleurs. Enfin, c'est une autre histoire. Et... C'est-à-dire que d'après ce que vous dites, ce que j'entends entre les mots, c'est que vous avez été la grande histoire de sa vie. Je ne sais pas, en tout cas, il a été une grande histoire de la mienne, ça c'est évident. Mais c'est vrai qu'on s'est loupé, quoi. On s'est loupé parce que j'aurais dû être avec lui, mais c'était trop difficile à gérer, on va dire. Vous n'auriez pas pu abandonner votre carrière pour lui. Voilà. Comme notre ami ici présent à côté. J'aurais pas pu. Ouais. Je veux dire, bon, je vous dis, ce qui me donnait la puce à l'oreille, c'était le fait que j'étais décomposée après une nuit et une matinée avec lui, et que je partais travailler, quoi que j'allais faire, et que je reprenais du poil de la bête, mais immédiatement, il y avait un saut pair immédiat. Deux égos qui cohabitent, c'est difficile. Vous le ressentez, vous savez, il n'y a pas un moment où vous dites moi aussi j'ai envie d'exister, j'ai envie d'être un peu sur le devant? Parce qu'on a l'impression que vous faites tout pour elle, pour votre femme, vous êtes totalement à son service, effacé. T'as pas de regrets? Non, je sais pas, c'est peut-être... voilà, comme je dis, je suis très amoureux de ma femme. Je veux dire, j'essaie de la rendre le plus heureux possible. Donc, si vous voulez, voilà, je veux dire, c'est même pas... voilà, je veux dire, c'est même pas des... C'est même pas des contraintes. Là, je fais ça avec plaisir. Alors, j'ai une faculté d'adaptation, donc ça m'arrange, puisque je peux vraiment m'adapter dans toutes les situations. Donc, voilà. Je m'organise comme il faut, j'arrive à gérer ma vie professionnelle aussi, puisque bon, quand même, je suis gérant de société, qui est en plein développement en même temps. Donc, on essaie de tout combiner. On y arrive. Donc, mais voilà. Alors Marion, vous venez de sortir un livre qui s'intitule « C'est comment votre nom déjà ?» Pourquoi? On ne se souvient plus de votre nom? Pas vraiment. C'est-à-dire que pendant des années, les gens me croisaient, ils me rattrapaient, je faisais un double take et ils me disaient mais je vous connais, je vous ai vu à la télé. Comment c'est votre nom déjà? J'entendais ça tout le temps. Vous n'étiez pas à l'Académie des Neufs à un moment donné? Oui. Voilà, moi je vous voyais ça avec Jean-Pierre Foucault. Juste un mot de Frédéric peut-être sur cette histoire, sur la cohabitation des égos. C'est intéressant toujours ça. Oui, c'est intéressant parce que moi ce que je trouve très intéressant dans ce que dit Marion, c'est qu'elle se requinquait tout de suite. C'est comme si à ses côtés, avec cet égo tellement surdimensionné, elle ne pouvait que dépérir. Parce qu'elle ne trouvait pas sa place, parce qu'il n'y avait pas de place pour elle. Il ne le souhaitait pas. Donc, à un moment donné, c'est une question de survie, c'est vital de se sortir de ce type de relation, aussi belle l'histoire soit-elle. C'est vrai. Exactement. Porte de sortie immédiate, le métier. Et c'est ça qui vivait très mal. Alors, Jean-Louis, et si Sarah s'arrêtait de patiner? Eh ben dis donc. Alors déjà... c'est ce qui va arriver un jour, forcément. Oui, alors bien sûr, à chaque fois elle dit oui, c'est ma dernière année, c'est ma dernière année.
Le problème, c'est que c'est pareil. Pour elle, c'est une passion. L'avoir arrêté, c'est... Qu'est-ce qu'elle fera après? Pas encore au jour d'aujourd'hui. Entraîneuse, elle aura une école. Voilà, alors aujourd'hui, elle a un projet qui serait de monter un genre de cabaret sur glace. Voilà, où elle serait entre guillemets directrice artistique, donc ce qui lui permettrait de garder toujours un contact avec la glace, peut-être en patinant de temps en temps, parce que c'est vrai que pour l'arrêter, j'ai déjà essayé des fois de la ralentir, mais c'est impossible. Et en plus, elle est bien quand elle est sur la glace. C'est ça, quand elle touche pas la glace pendant un mois, c'est... Ouh c'est difficile. Christine, vous avez vécu une histoire d'amour donc passionnelle avec Claude François pendant 6 ans, en avalant quelques couleuvres parce qu'il fallait tout supporter, il fallait que vous soyez à sa disposition, vous soyez sa chose, sa propriété privée. Ça fait beaucoup, quoi. Donc 6 ans, jusqu'à l'âge de 22 ans. Vous continuiez à travailler, vous, à l'époque? Oui. Alors, je voulais lui montrer que... Enfin, comment... Vous pouviez réussir sans lui? Oui, voilà, j'avais cette idée dans la tête et de danseuse, j'ai commencé à être chanteuse de groupe, d'orchestre. Petit à petit, j'étais autodidacte, donc Il vous a jamais proposé de devenir Claudette? Si, plusieurs fois. Il y avait une Claudette qui avait un peu votre physique, là, une blonde un peu coiffée comme vous. Alors, je vais vous dire, en 76, hein, c'était, parce qu'on est montés à Paris toutes les deux. En 76, j'ai été une pré-Claudette, hein, comment on peut dire ça, je sais pas. Ça veut dire quoi, une pré-Claudette? Vous aviez été sélectionnée pour... Enfin, c'est-à-dire que j'ai commencé les répétitions. J'étais un peu plus mûre, là, donc je disais, je vais pouvoir supporter ses colères, tout ça. Ouais. Donc j'ai commencé les répétitions. Et je répétais 4 jours, j'étais virée 3 jours, je répétais 2 jours et j'étais revirée... Pour quelle raison vous étiez virée? Des humeurs. Je n'arrivais pas à savoir pourquoi, donc chaque fois que j'allais... Il était quand même insupportable. Sans compter les sentiments, vous deviez souffrir parce que quand il vous virait, ça devait vous fendre le cœur. Oui, et quand je cherchais à savoir pourquoi, ou justement... Oui, pourquoi j'étais virée, quels étaient... Il évitait. Par exemple, je lui adressais la parole, je disais Claude, il fallait le choper à la sortie du studio ou de ses bureaux où on répétait. Et je disais Claude, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut parler? Il tournait, il passait rapidement, il tournait la tête de l'autre côté et il disait à son secrétaire, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas suivi, elle m'a parlé. Ah oui, c'était... Est-ce que vous envisagiez de devenir l'officiel? Non. Est-ce que vous avez envisagé d'avoir un autre copain, quoi, tout simplement, en vous disant c'est pas possible? Oui, j'ai eu, oui, heureusement. Heureusement, mais c'est vrai qu'il y avait toujours... Vous étiez amoureuse de lui? Il l'a su quand vous avez eu d'autres copains? Ah oui, oui. Et ça le rendait dingue? Il a essayé de faire capoter une histoire aussi en envoyant, oui, bien sûr, une personne de son entourage qui est venue voir mon copain pour raconter des... Oui. Ah, ça c'est quand j'étais à l'hôpital pour ma dépression. C'est sympa comme mot. Alors j'étais en dépression, j'ai fait une cure de sommeil pendant 3 mois en clinique et Claude m'a envoyé ça à la clinique. Dors bien, en cure de sommeil. Dors bien. Moi, le gars, ça s'appelle enfoncer le clou. J'ai pas su comment le prendre. Comme ça. La Belle au bois dormant. Voilà, dors. Ah oui. C'est horrible. Alors le psy à la clinique me donnait des petits cachets en me disant il faut absolument plus que vous revoyiez Claude François, il faut plus parce qu'il voilà. Dans mon dossier médical, il avait quand même une grande place. Ça vous fait beaucoup de mal, il faut plus, tout ça et tout. Et je reçois ça à la clinique, dans une petite enveloppe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour pas que mon psy, il me prenne le truc, je l'ai caché sous l'oreiller. C'était dingue. Malgré les petits cachets, le psy et tout ça, vous voyez, je protège. Ça n'a rien fait. Hein. Et rappelle-toi, j'y suis retournée après. Qui a mis fin à l'histoire? Moi. Et qu'est-ce qui a été la goutte qui a fait déborder le vase? En pleine campagne, en rentrant d'un spectacle, j'ai dû descendre de la voiture et me débrouiller pour rentrer à pied. Par exemple. Ouh là là. Et donc là, vous vous êtes dit, il y a un moment, il faut peut-être que je me respecte, moi?
Oui, puis en même temps, tu te rappelles, hein, il me prenait dans ses bras d'un seul coup, devant tout le monde. Très changeant. Très changeant, très. Il pouvait être aussi bien d'une. Te virer. Voilà. Oui, mais alors, il y a un moment où vous vous êtes dit quoi? Ça suffit. Je peux pas me laisser humilier comme ça. Dépression, malade, destructeur. J'ai dit, il faut que j'arrête. Je vais y laisser ma vie, quoi. Donc vous avez pris la décision? J'ai pris la décision d'arrêter. De le voir? De le voir. D'arrêter de le voir, de l'appeler? Oui, excusez-moi. Oui. Oui. Ça a dû être terrible. Oui, mais j'y suis Mais arrivée. des fois, t'allais quand même. Hein. Comment? T'allais quand même le voir des fois. Oui, j'ai craqué. Tu craquais quand même. Mais la dernière fois que je l'ai vu, par exemple, je n'ai pas craqué, non. Il a vraiment insisté parce que je l'ai vu la dernière fois 3 semaines avant son décès. Là, j'ai pas craqué. Il a insisté. Quoi, il insistait pourquoi? Pour que je vienne le voir dans sa loge. Et là, je travaillais aussi avec... J'étais chanteuse et je travaillais dans sa première partie, au Palais d'Hiver de Lyon. Et là, il a beaucoup insisté, parce qu'il savait que je voulais plus le voir, qu'on était en froid. Là, il ne supportait pas que... Oui. Que je... Voilà, il Donc supportait là, vous pas qu'on lui craqué. résiste. Ça a été dur? C'était dur de ne pas le voir? Ouais. Non, parce que là, je me suis sentie forte. Ah, bravo. Ouais. Mais par contre, non, je me suis sentie... ça y est, j'étais... Non, j'ai rien. Hérie. C'était long. Ça a été très long. Ça a duré combien de temps, le sevrage? Je sais pas. Avant, oulala, je sais pas. Plusieurs années, en tout cas. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti à sa disparition? J'ai perdu une partie de moi-même. Hein. Est-ce que vous avez pu vous reconstruire avec un homme après lui? Difficile. Hein. J'ai quand même été mariée, heureusement, pendant 20 ans. Après, j'ai un enfant, voilà. Oui, je me suis reconstruite, mais... Il y avait toujours... il est toujours... je n'y pense plus tous les jours et tout, mais... bon, il y a encore son peignoir de bain dans ma chambre, par exemple, mais bon... Il y a encore... Vous l'aimez encore? Ouais. On peut plus aimer, on peut plus aimer une image passée. Ouais, maintenant, c'est... Ouais, mais... C'est-à-dire que quand je le revois là ou quand je repense à lui, je redeviens la petite fille. J'arrive plus à le voir en tant que femme. Je sais pas comment vous. Frédéric, une réaction. D'abord peut-être sur le sevrage, qui pourra peut-être éclairer Ce qui est certaines intéressant, c'est de parler justement de sevrage. C'est qu'on est dans une relation qui est comme une drogue. Et là, il s'agit plus d'emprise que réellement d'amour. C'est-à-dire que c'est un amour de possession. Donc l'autre n'est pas un sujet, il est plus objetisé. Et à un moment donné, du coup, c'est difficile de sortir de ce type d'emprise parce qu'on pense qu'on n'existera plus après ce type de relation. Et le seul endroit où j'existais, c'était justement quand j'étais sur scène, moi-même, où j'avais l'impression d'être, pas son égal, mais au même... comment expliquer, à mettre... j'étais combat. Oui, voilà. Ouais, parce qu'en fait, il vous manquait de respect et de considération quand même. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à celles qui se trouveraient dans ce type de situation, en ayant comme ça un homme dans la peau, si jeune? Avec le recul, vous feriez quoi, vous? C'est difficile parce que quand on est jeune comme ça, c'est un amour exclusif qu'on a. On n'arrive pas à raisonner dans nos sentiments. Déjà adulte, même déjà adulte, c'est déjà difficile. Moi, je suis quelqu'un de passionné toujours, même aujourd'hui. Donc, c'est vrai que quand on aime, quel conseil? C'est difficile de donner des conseils. Et on ne peut pas. Vous avez fait ce que vous avez pu, quoi, en gros. Oui, mais j'aurais pu me détruire beaucoup plus loin que je l'ai été. Parce que vous avez su arrêter à temps. C'est pour ça que c'est vraiment important que ce soit vous qui ayez décidé d'arrêter cette histoire. Parce que là, vous avez repris du pouvoir sur votre vie. Ah oui, vous êtes sorti de l'emprise. Quand je commençais à faire dépression sur dépression, médicaments, tout ça, j'ai non, ça. Et puis tu te rappelles dans quel état j'étais?
C'était terrible. Je prenais des les dernières fois que je le voyais, je sortais de sa loge, par exemple, mais j'étais dans un tel état de stress que je tombais dans les pommes, je prenais des syncopes. J'étais tellement Oui, c'est mortifère à un moment donné. Ah oui, c'était très violent, passionnel et violent, quoi. Sandrine, vous avez partagé les 12 dernières années de la vie de l'acteur Mouss Diouf. Ses ennuis de santé ont commencé donc en 2006. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? En 2006, Mouss était fanatique de football, donc il était parti voir un match de foot avec un copain. Ils m'ont appelé, donc moi on vivait sur Paris, Isaac était très jeune, quoi. Le petit devait avoir, Isaac, il avait 2 ans et demi. Son ami m'a appelé pour me dire que Mouss n'était pas très bien, il se sent pas bien, il a des nausées. Ils sont rentrés sur Paris et à 3h du matin, Mouss était vraiment, vraiment très très mal. Donc pareil, il n'a pas voulu, toujours excessif dans tout, que j'appelle les pompiers, que j'appelle SOS médecin. Donc il a passé la nuit à vomir toute la nuit, à être très très mal. Mais on a passé la nuit et le matin, ça allait carrément pas. Je l'ai mis dans la voiture parce qu'il ne voulait pas appeler les pompiers. Je l'ai emmené à l'hôpital. À l'hôpital, comme c'était Mouss Diouf, donc il a eu un passe-droit aux urgences, il est passé en priorité. Tension, 24 de tension. Là, ça a été l'affolement. Donc transporté tout de suite en réanimation pour la tension. Donc il a été hospitalisé. Au cours de cette hospitalisation, on ne nous a pas dit que c'était un AVC, on nous a dit que c'était une hausse de tension, donc il fallait simplement lui calmer. Et on s'est aperçu par contre qu'il avait un taux de créatinine qui était très élevé, donc il y avait des soucis rénaux. Jamais il y a eu le mot attaque cérébrale ou AVC dans leur bouche. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris conscience non plus de la gravité des choses. On a continué notre vie. Il a travaillé son nouveau spectacle avec Michel Noader. Une grande première a été organisée le 24 février 2009 avec tous les gens de la profession. Il y avait 600 personnes, c'était au théâtre du Gymnase. Sauf que Mouss, au bout de 10 minutes sur scène, ne pouvait plus parler. La langue très très lourde, un teint verdâtre. Et on a été obligé son producteur a demandé de fermer le rideau. Vous avez compris tout de suite? C'était dramatique. Il était vraiment, il ne pouvait plus parler. Il aurait été capable. Je crois que 10 minutes plus tôt, on aurait attendu, il serait écroulé sur scène. Donc pareil, les pompiers, on a fait venir les pompiers, tension à 27, scanner cérébral, et ils voient un saignement du cervelet. Le lendemain, dans les examens sanguins, on s'aperçoit que le taux de créate, au lieu de maximum à 61, il est à 1024. Il passe la semaine, on le dialyse 3 fois dans la semaine, et Mouss encore dit que ça va bien et qu'il veut descendre à Marseille, chez lui, se faire soigner, qu'il ne peut plus rester à Paris. Donc on organise le départ à Marseille. Comme il n'y a pas de séquelles, pour lui, Mouss, la vie continue et tout va bien. Donc il ne prend pas conscience de la gravité de son état. Et en juin 2009, on est au restaurant tous les deux. Il me dit qu'il a mal à la tête, qu'il a une migraine, donc je lui donne 2 comprimés. Il part aux toilettes et ça semble être un petit peu long. Comme il était habitué à rester très longtemps au téléphone et avec son téléphone en permanence, je ne m'inquiète pas plus que ça. Le responsable du restaurant vient me voir en me disant « Je crois que votre mari ne se sent pas bien ». Et là, j'arrive aux toilettes et je le vois complètement vert, transpirant et pas bien. Et là, on appelle les pompiers immédiatement. On est sur Paris. On lui fait un IRM d'urgence. Et là, c'est l'effondrement total. Le médecin passe. On essaie d'avoir des nouvelles. Et on nous dit, s'il passe la nuit, ta mère, il est foutu. Et il fait 4 mois de coma. Sans jamais revenir à lui? Non, il est resté 4 mois totalement... sans réaction dans un lit. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 4 mois? Je lui parlais tout le temps. Il vous a parlé? Non, il s'est réveillé, c'était très compliqué. Donc il a fallu le réapprendre à parler avec un orthophoniste, lui réapprendre avec un ergothérapeute à bouger il a fait les mains. Il a progressé, il a réussi à parler. Il se passe 3 ans et demi entre 2009 et puisqu'il est décédé en 2012. Vous étiez là quand il est décédé? Oui, dans le lit avec lui. Chez nous. Parce que j'ai pas voulu qu'il parte en centre de réadaptation. Donc je l'ai eu 1 an à la maison. Il est sorti le 6 juillet 2011 de la clinique Saint-Martin. Et il est décédé le 7 juillet 2012. Il y avait une dégradation de son état? Il est retombé dans le coma 3 jours avant.
Donc là, j'avertis toute la famille et les proches pour dire que c'était vraiment terminé, qu'il fallait venir voir Mousse. Et j'ai décidé de dire à Isaac, annoncer à notre petit garçon qui a 8 ans, de dire « Isaac, ça y est, papa va partir, il faut lui dire au revoir ». Isaac me dit « mais encore dans le coma ?» parce qu'il a eu tellement de hauts et de bas qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il allait repartir. Et donc il est parti avec vous dans votre... Mais je ne le lâchais plus les dernières 72 heures, j'étais complètement avec lui. Il est où aujourd'hui, Mousse? Il est avec moi, il est là, il nous regarde. Mais où? Il est là, il est là, il est... Il est là, il est de partout. Il y a des signes? Oui, tout le temps. Vous y croyez? Parce qu'au-delà de la vie, ça peut vouloir dire que vous croyez à un au-delà? Oui, je crois à l'au-delà et il est là, il nous regarde. Bon, et il se manifeste? Tout le temps. Merci, à tous et à toutes d'avoir participé à cette émission. Merci Frédéric. Merci.